BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, l'émission où l'on parle publicité, communication et stratégie de marque. Aujourd'hui, Hebdocom fait sa rentrée, une rentrée un peu particulière puisque nous sommes à l'hippodrome de Longchamp où l'université d'été du MEDEF se tient. Un événement baptisé Renaissance des entreprises françaises et l'occasion pour nous de nous pencher sur la communication des patrons. Vincent de Bernardi, le directeur de la communication du MEDEF, sera avec nous dans quelques minutes. Après, ça sera Charlotte Bricard qui signe l'édito du jour. Notre chroniqueuse s'est penchée sur l'image des patrons justement dans la publicité. Vous verrez qu'elle est peu flatteuse. Et puis la crise oblige-t-elle les e-commerçants à changer de com? Nous poserons la question à Marc Lolivier. Le délégué général de la FEVAD nous rejoindra sur ce plateau dans quelques minutes. On commence tout de suite par les news. C'est parti pour Hebdocom sur BFM Business. BFM Business, Hebdocom, les news. Et nous retrouvons avec plaisir le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizzo de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors on commence Julien, CNews avec votre coup de cœur dans la publicité ce week-end. Oui Marie, et je tiens tout de suite à m'excuser car je ne voulais pas qu'on commence cette saison par sortir les mouchoirs, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette campagne. C'est la campagne de cette rentrée, l'hommage de Nike au basketteur Kobe Bryant, disparu en janvier dernier à l'occasion de ce qui aurait dû être son 42e anniversaire. L'ancien sponsor du joueur du NBA a sorti une publicité des plus touchantes, un petit bijou d'1 minute 30 dans lequel Nike invite à mettre en application la mentalité du joueur, celle d'être à la recherche en permanence de l'excellence. Dans ce clip intitulé Better, donc meilleur en français, la marque nous pousse à faire toujours mieux, que ce soit dans le sport, dans la bataille contre les réformes, pour les réformes sociales ou encore l'apprentissage. Sur un texte lu par le célèbre rappeur Kendrick Lamar, le film signé Whedon and Kennedy alterne image du basketteur avec celle d'autres sportifs, d'amateurs ou encore de personnes engagées. La campagne se termine par le discours de retraite sportive de Kobe Bryant et son fameux Bamba Out, une publicité émouvante et qui compte déjà plus de 30 millions de vues. Alors on reprend nos émotions Julien et on poursuit avec ce flop signé KFC au Royaume-Uni. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, Marco, on est véritablement dans une communication qui tombe mal. C'est un peu comme être au mauvais endroit, au mauvais moment. KFC met en pause donc dans le monde son slogan « It's finger licking good », à traduire « bon à s'en lécher les doigts ». Et pour cause, avec la pandémie du coronavirus et le respect des gestes barrières, difficile de le conserver. Surtout que l'erreur de KFC, c'était de remettre ce slogan vieux de 64 ans en février dernier. La marque a donc sorti une nouvelle campagne réalisée par Mother London, dans laquelle on peut voir les affiches de la marque avec le slogan inscrit, sauf que les mots leaking et finger sont floutés, une manière d'ironiser la situation, surtout que KFC a même fini par s'attribuer le prix du slogan le plus inapproprié de 2020. C'est une façon intelligente de rebondir. On poursuit Julien avec l'Infomédia. C'est une campagne de téléfoot dont vous allez nous parler. Oui, une publicité étonnante puisqu'elle fait l'éloge du pied. Et Marie, dans le film signé Ogilvy Paris, une voix off nous le rappelle. Ça n'a l'air de rien, un pied, mais sans lui, vous ne serez pas là aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut faut jamais l'oublier et toujours y penser. Pour preuve, le clip montre une juxtaposition d'images de pieds, de la course d'un homme de Cro-Magnon poursuivi par un mammouth au premier pas sur la Lune. La marque met en avant tous les exploits que nous faisons avec notre pied. Et on termine notamment par la plus grande prouesse qui, bien sûr, est le football. Une campagne originale qui se décline en presse, radio et digitale, de quoi ravir tous les fétichistes des pieds. On espère qu'ils ne sont pas trop nombreux. Frédéric, est-ce que vous avez une publicité qui vous a marqué, vous, cette semaine? Alors moi, c'est pas cette semaine, c'est cet été en fait. C'est début août qu'il y a une publicité qui m'a marqué. C'est une publicité pour Fortnite qui ironise assez cruellement sur la publicité qu'avait fait Apple en 1984. Une publicité qui est considérée comme la meilleure publicité du monde par des tas de spécialistes. Et là, cette année, Fortnite singe littéralement cette publicité. Ben maintenant, c'est Apple, le méchant de 1984, celui qu'il faut abattre, le géant sans pitié. Je trouve que c'est tout à fait symbolique d'un changement de génération. On se rappelle que la pub de 1984 de Apple était signée Ridley Scott, c'est quand même pas n'importe quoi. Cette année, Fortnite, ils ont demandé à personne, ils l'ont fait tout seul, quoi. Donc il y a quand même un changement d'époque. Bon, un bras de fer à suivre donc entre Apple et Fortnite. On poursuit tout de suite avec notre invité du jour. BFM Business, Hebdocom, l'invité.
Et nous sommes toujours à l'hippodrome de Longchamp pour le rendez-vous annuel des dirigeants d'entreprise. Vincent de Bernardi nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication du MEDEF. On imagine que les semaines qui ont précédé cet événement ont dû être un peu compliquées. On ne savait pas trop si ça allait être maintenu, si ça n'allait pas être maintenu. En quoi c'était important justement de maintenir cet événement en termes de communication? Je crois que les gens avaient envie de se retrouver après des mois de confinement. Et c'était important de donner un signal. D'abord, qu'on peut faire ce type d'événement malgré le Covid et avec toutes les précautions sanitaires qu'on a mis en place ici à la REF, et vous les avez vus tout au long de ces 2 jours. Voilà, donc, et c'était aussi une façon de donner un signal d'entrepreneur à des secteurs particulièrement impactés par la crise, et je pense au secteur de l'événementiel. Frédéric. Alors justement, l'événementiel, c'est le grand moyen de communication du MEDEF, en fait. C'en est un parmi d'autres, mais en effet, il est important. Et depuis 22 ans maintenant, on tient cet événement. Il a un peu changé en 2019, ici à Longchamp, après plusieurs années à Julian-Josas. Et il a changé de nom. Pourquoi est-ce que vous êtes revenu? Pourquoi avoir changé de nom? Et pourquoi est-ce que vous êtes revenu, si je puis dire, revenu à Paris? Alors, pourquoi on a changé de nom? C'est devenu la REF, la Rencontre des entrepreneurs de France, avec une petite astuce cette année, compte tenu du contexte, la renaissance des entreprises de France. Parce que après 20 ans, on doit se réinventer. Et c'était aussi un peu la volonté du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, de réinventer un événement qui avait eu du succès pendant 20 ans, puis voulait revenir un peu à l'essence même du débat démocratique, où on confronte les positions des uns et des autres, où on fait venir des gens qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans des événements du MEDEF, et puis donner une perspective aussi un peu plus large à tous les entrepreneurs qui viennent assister fidèlement à cet événement. Alors, on parle beaucoup de communication dans cette émission. On essaye de décortiquer un peu ce qu'il y a derrière les mots. Frédéric le disait, donc maintenant, c'est Renaissance des entreprises de France. Pourquoi avoir choisi ces mots? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce slogan? La Renaissance, c'est après ce qui s'est passé, une crise inédite que personne n'avait jamais connue, qu'on n'avait pas forcément anticipé. Il y avait ce besoin de montrer que on est dans un moment particulier, sans doute historique, et qu'il y a quelque chose à réinventer, une façon de renaître d'une certaine manière, changer les modèles de production, changer notre regard aussi sur ce qui nous entoure. Et c'est ça que véhicule ce mot. Alors, le discours est très optimiste. Oui. Le MEDEF veut montrer qu'on va de l'avant. Est-ce que c'est possible de diffuser en tout cas ce message quand on voit que l'événement est quand même beaucoup modifié? On a des masques, il y a des choses qui ont été supprimées par rapport aux années précédentes. C'est possible comme ça de rester positif alors qu'ici, on voit que les choses ont changé? C'est un peu dans l'ADN des entrepreneurs d'être optimistes. S'ils étaient pessimistes, ils ne feraient pas ce métier-là. Et par ailleurs, on s'appuie aussi sur des indicateurs qui nous montrent que les chefs d'entreprise sont optimistes. Alors, évidemment, il y a des secteurs qui sont très impactés, il y a des gens qui sont inquiets. Mais globalement, on a pratiquement 3/4 des chefs d'entreprise qu'on a interrogés dans un sondage réalisé avec l'IFOP pendant l'été qui nous disent être optimistes pour leur propre entreprise. Ils sont un peu moins optimistes pour l'avenir du pays. Mais en tout cas, c'est important de voir qu'il y a encore une volonté de se battre et d'aller chercher des relais de croissance un peu avec les dents, si j'ose dire. Alors si on élargit un petit peu, quand il est arrivé à la tête du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux voulait déringardiser l'image des entreprises. Donc ça fait un peu partie de votre job en tant que directeur de la com. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement, entre autres à travers cet événement, mais j'imagine pas seulement, l'entreprise de déringardisation est en bonne voie? Je ne sais pas si c'est une entreprise de déringardisation, mais en tout cas, c'est une volonté de remettre l'entreprise un peu au cœur du débat. Et on voit bien que les Français ont une image positive de l'entreprise, de plus en plus. Alors, on le fait à travers le discours, on le fait à travers ce type d'événement où on aborde tous les sujets.
On n'est plus seulement sur les sujets qui sont les sujets de préoccupation des entrepreneurs, et qui sont tout à fait légitimes, qu'on traite tout au long de l'année. Et ici, par exemple, on ouvre un peu plus le débat sur des sujets de société, sur des sujets de politique internationale, et on cherche à donner une perspective, et dans une ambiance toujours détendue et conviviale. Alors, et même avec le Covid, je pense qu'on y arrive. En tout cas, si c'est j'en l'objectif. juge par les commentaires que j'ai entendus dans les allées de l'hippodrome de Longchamp, on peut considérer que voilà, les gens étaient contents de se retrouver. Et ça fait plaisir. C'est bien. Certains métiers de la communication se réinventent avec la pandémie. On a l'événementiel beaucoup maintenant avec des salons virtuels. Votre métier de DIRCOM, comment il a impacté par la pandémie? Plutôt, est-ce qu'il est modifié? Est-ce qu'il change? Est-ce que vous avez des choses en plus à faire? Est-ce qu'il y a des choses du coup qui passent maintenant à côté? Est-ce que vous faites moins de communication et plus de gestion de crise? Comment ça se passe? Je dirais que il y a eu pendant ces derniers mois une dimension de communication de crise qui s'est déployée. Et je pense que c'est vrai pour le MEDEF, mais c'est vrai aussi pour énormément d'acteurs économiques. Il a fallu inventer une nouvelle façon de nouer de la relation avec les parties prenantes. Alors pour les entreprises, c'était le cas pour leurs fournisseurs, pour leurs clients. Pour une organisation patronale comme le MEDEF, c'était avec l'ensemble de ces parties prenantes, ses adhérents bien sûr, où on a beaucoup insisté sur de la pédagogie, de l'information. Et vous, votre métier de DIRCOM, est-ce qu'il a été modifié? DIRCOM, il a été pas vraiment modifié. En tout cas, c'est un métier dans lequel on s'adapte en permanence. Et donc, j'ai tendance à penser que voilà, vous vous réinventez tous les jours. Elle est particulière, et puis il y en aura d'autres, et il y en a eu avant qui étaient d'une nature différente. Mais on est là pour s'adapter et sentir un peu la manière de s'adresser et de délivrer des messages au bon moment, aux bonnes personnes, et pour que ça soit entendu et compris. Frédéric? Alors, on parlait tout à l'heure de l'événementiel, mais il n'y a pas que ça comme vecteur de communication. Il y a eu des époques où le MEDEF a fait de la pub. Oui. De la pub traditionnelle, si on peut dire. Est-ce que vous avez vocation à en refaire? Est-ce qu'il y a des messages qui peuvent être passés sur les canaux plus classiques de publicité? Pas ça de la publicité, mais en tout cas une intention de délivrer des messages d'information à nos adhérents et aux entreprises en général. Et pour vous donner un exemple immédiat, à partir de la semaine prochaine, le MEDEF va communiquer sous forme publicitaire, si on peut dire, mais pour informer les chefs d'entreprise qu'il y a un dispositif pour recruter des alternants. Et donc, on va utiliser des canaux digitaux, bien sûr, mais aussi de la radio et de la presse écrite pour leur dire le dispositif mis en place par le gouvernement pour recruter des apprentis, c'est important et allez-y. Il faut miser sur la jeunesse. Et donc, voilà, c'est tout l'objet de cette campagne qui démarre à partir de lundi. Bien, on suivra ça. Merci Vincent de Bernardi d'avoir été avec nous. Le directeur de la communication du MEDEF était avec nous sur BFM Business. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Et nous retrouvons Charlotte Bricard de la rédaction de CB News. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors Charlotte, le cadre s'y prête. Vous êtes penchée cette semaine sur l'image des patrons dans la publicité. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je peux vous dire qu'ils l'ont plutôt mauvaise. Si l'on devait esquisser le portrait du patron type, il serait méchant, évidemment. Grassouillé de préférence, il aurait même mauvaise haleine à en croire les pubs Mikado. En costume cravate, cela va de soi. Le patron gueule beaucoup et souvent dans les pubs Adia, dans les pubs Air France et beaucoup d'autres. Il a un très grand bureau où il reçoit ses sbires, à moins qu'il ne les convoque dans une salle de réunion avec vue, leur tournant le dos ostensiblement pour marquer son mépris autant que pour profiter du paysage, ou pour organiser des codires de col blanc autour de tables rondes. Comme dans les pubs pour la Française des Jeux par exemple. Col blanc mais pas que, puisque lui aussi est blanc. Bien sûr. Bien sûr. Par contre, il a le droit d'être vieux, même si on lui préférera toujours un homme entre deux âges. Un homme, hein. J'ai bien dit un homme, c'est un homme bien entendu. On nous dira sûrement que parce que dans le script, il était écrit un patron. Ah non, pardon. Dans la pub Armor, c'était une femme et c'était d'ailleurs toute l'idée de ce spot dans lequel on suivait, en fait, pendant 30 secondes, les déambulations d'une chef d'entreprise dans un bureau uniquement peuplé d'hommes,
affairés à tricoter, à taper à la machine en se plaignant d'avoir filé leur bas ou à glousser de leur messe basse, tout en minaudant au passage de leur patronne. 30 secondes de clichés fort bien filmés qui concluaient: si les hommes étaient à la place des femmes, ils mesureraient l'importance d'un papier carbone de bonne qualité. Heureusement, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, puisque c'était en 1972. Voilà, mais ça a quand même un petit peu changé depuis, non? Un peu, mais en termes de diversité, honnêtement, pas beaucoup. Pour plus de véracité cependant, certains vrais patrons ont côtoyé se fantasmer par les publicitaires. On a vu Bernard Tapie, Franck Provost, Alain Afflelou ou Jean-Pierre Dupire. Une poignée d'entrepreneurs mégalos ou de chefs d'entreprise avisés selon qui vous interrogez. Finalement, c'est une poignée pas si loin des clichés que vous venez de citer. Je préfère que ce soit vous qui le disiez. Plus étonnant et plus amusant, une autre poignée a accepté d'être mise en scène pour l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'était en 2009 et c'était assez cocasse qu'on y retrouvait le PDG de BNP, Michel Pébro, qui se battait avec un journal récalcitrant à l'idée d'être plié convenablement. On y croisait également le patron de Danone, Franck Ribou à l'époque, qui après un créneau mal engagé s'est retrouvé coincé dans sa voiture, la tête coincée entre la portière et le poteau qu'il avait un peu trop approché, saluant l'air un peu emprunté une de ses collaboratrices de passage. Une femme était également au tableau, Catherine Rambaud, alors PDG d'Olympia, dans la chaise de bureau, s'affaissait avec ridicule au milieu d'une réunion, une campagne assez bien filmée pour encourager l'entrepreneuriat, signé « Les patrons sont des gens comme vous, pourquoi ne pas faire comme eux ?» Alors finalement, l'autodérision serait le seul moyen pour les patrons de laisser une trace sympathique dans l'esprit de leurs concitoyens consommateurs. Probablement, il leur faut aussi accepter finalement d'être méprisés pour le bien commun, comme ce fut le cas du chef d'entreprise qui a laissé l'une des plus belles traces dans l'histoire de la pub contemporaine. C'était en 2002. Un de ses employés filmait la scène, il s'appelait Pierre, vous vous en souvenez peut-être. On devinait son caleçon et son costume de pigeon. Oui, il portait un masque de pigeon. En entrant dans la salle de réunion, il ricanait déjà de son méfait et se lançait dans une petite ritournelle. Au revoir, président. Devant l'œil outré du dit patron, un film pour le loto signé « Vous aussi, quand vous aurez gagné, envoyez-nous vos films ». Dans ce cas-là, vous aussi, quand vous aurez gagné, vous pouvez nous envoyer vos films sur la page Facebook. Ben voilà, c'est parfait. Merci Charlotte Bricard, à la semaine prochaine. Au revoir, patron. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Et notre Zoom du jour est consacré à la communication du secteur du e-commerce. Pour en parler, nous recevons Marc Lolivier. Bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes délégué général de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Marc Lolivier, une première question. Est-ce que les acteurs du secteur ont modifié leur communication avec la crise sanitaire ? Alors, une crise sanitaire comme ça, effectivement, il faut s'adapter. Donc les acteurs du e-commerce qui sont très nombreux, dans des secteurs très différents, évidemment s'adaptent. Ils s'adaptent aux attentes des consommateurs. Alors il y a plusieurs types d'adaptation, si je puis dire. D'abord, il y a une accélération de ce qui existait déjà avant. C'est un besoin de sens, et on le voit notamment à travers tout le mouvement sur la RSE, qui est une demande très forte de la part des clients à laquelle aujourd'hui les sites de e-commerce essayent de répondre. Et puis, on a aussi des adaptations qui sont liées à un nouveau type de comportement, un nouveau type de clientèle, puisque avec la crise Covid, c'est vrai que les magasins étant fermés, ou aujourd'hui c'est un peu compliqué d'aller en magasin, donc Internet a pris le relais. Donc on a à la fois des clients qui étaient aguerris, qui connaissent bien les codes de l'achat sur Internet, et puis on a des nouveaux clients qui arrivent. Et ces nouveaux clients aussi, il faut en tenir compte. Ils n'ont peut-être pas l'expérience qu'ont les habitués du e-commerce, et on a une vraie exigence de cohérence entre la communication magasin et la communication du site Internet. Et ça, c'est vraiment un gros travail qui est fait par les experts de la communication pour assurer cette espèce d'homogénéité, ce qu'on appelle le parcours sans couture, c'est-à-dire qu'on passe du magasin et on retrouve cet univers magasin sur le site pour que le client ne soit pas perturbé. Déboussolé. Ouais. Voilà. Et puis on a d'autres éléments qui sont assez intéressants qu'on a découvert à l'occasion de cette crise. Par exemple, on avait le phénomène du mobile qui était en très forte progression, et là, avec la crise, on voit que le desktop, qui avait été plutôt tendance à être un peu mis de côté, revient parce qu'effectivement, notamment avec le télétravail, l'ordinateur est ouvert à la maison, et donc là aussi, c'est les communicants tiennent compte de cette nouvelle dimension, c'est-à-dire qu'on a un écran qui est plus grand, qui est ouvert à la maison, qu'on utilise, et là aussi, c'est des éléments qui sont pris en compte dans la communication des sites, notamment sur le plan de marketing. Frédéric ? Alors, l'un des débats de cet après-midi, c'est la crise révélateur d'une conscience écologique. En quoi, justement, ça concerne aussi les acteurs du e-commerce, cette prise de conscience écologique ? Alors, d'abord, le e-commerce, on rappelle, c'est un secteur qui est jeune. Il fête ses 20 ans. Alors, pour un secteur, c'est très jeune. Et c'est un secteur récent, mais qui est en mouvement permanent. Ça bouge tout le temps. Et donc, il se réinvente en permanence. Et il y a
c'est un secteur aujourd'hui qui s'inscrit dans la société. Il y a 40 millions de Français qui achètent sur Internet. C'est 2 milliards de transactions. Donc c'est vous, c'est moi, c'est Marie. On est tous sur Internet. Et évidemment, nos attentes vis-à-vis de l'urgence climatique, on la retrouve aussi dans nos achats sur Internet. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va publier une étude le 18 septembre qui montre à quel point aujourd'hui, il y a des attentes de la part des consommateurs vis-à-vis des sites. Et puis, il y a des pratiques qui se développent de plus en plus. Les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l'information, notamment l'information relative à la RSE. Et là, il y a quelque chose de très important qui se passe. Et puis, ils sont aussi dans la pratique, par exemple, regrouper les commandes. C'est des choses qu'on voit de plus en plus. Trier les emballages. Et donc, il y a une vraie demande de la part des consommateurs. Et cette demande, elle trouve des applications tout à fait pratiques à laquelle on essaye de répondre. L'argument vert, aujourd'hui, c'est un levier de communication nouveau, important pour les acteurs du e-commerce. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas le réduire à un levier de communication. C'est plus qu'un levier de communication. C'est une autre façon d'envisager l'activité. Il y a une volonté de réduire l'empreinte, effectivement, carbone, environnementale. Et il ne faut pas que ce soit simplement un argument de communication parce que sinon, le consommateur, il le voit. Alors, la communication, c'est important, mais elle fonctionne lorsqu'elle est sincère. Et donc, il y a une exigence de transparence et de sincérité, et notamment sur ces sujets-là. Parce que sinon, on a l'effet Barbara Streisand, c'est-à-dire que ça vous revient en boomerang. Et donc, on compte sur les communicants pour nous aider justement à avoir une communication, mais derrière ça, il faut des actes. Justement, la pub en ligne, alors évidemment, elle a profité de la crise. Pas forcément tant que ça. Je voyais que c'était au premier trimestre, il y a eu que 1,8% de progression des ventes, ce qui est pas considérable. Comment est-ce que ça se Alors, s'explique ? il faut décoder. Et je vous remercie de m'inviter pour le faire ici. Il faut décrypter un petit peu les chiffres. Alors, le e-commerce, en fait, c'est moitié sur les 100 milliards. On a la moitié c'est du produit et moitié c'est du service. Alors, les services, c'est tout ce qui est hôtellerie, voyage. Et là, évidemment, ils ont énormément souffert, comme dans le monde physique. C'est le premier secteur en termes de volume d'affaires. Et puis, alors, du côté des produits, c'est vrai que le début de la crise a été compliqué. En fait, au début de la crise, ce qui s'est passé, on a eu deux secteurs qui ont vraiment cartonné, c'était l'alimentaire et l'électronique, puisqu'il y avait le télétravail et les enfants étant à l'école, étant à la maison, il fallait suivre des cours. Oui. Par contre, il y a eu un vrai choc de consommation. C'est-à-dire que pendant 15 jours, la consommation en dehors de ces produits-là s'est arrêtée. Et puis, nous aussi, de notre côté, on a eu des soucis avec la logistique, puisque les points relais étaient fermés, la Poste aussi a rencontré des difficultés. Donc on a eu, on va dire, un mois difficile. Et puis après, ça a repris. C'est une bonne nouvelle parce que Internet a joué un rôle d'utilité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre de magasins ont vraiment survécu à cette crise grâce à Internet. Internet a pris le relais. On a des enseignes comme la Fnac, comme Decathlon, comme Leroy Merlin, qui ont pu, en fait, d'une certaine façon, réduire un petit peu l'impact négatif grâce à Internet. Et donc, Internet est un accélérateur. Il a permis à ces enseignes magasins d'aller encore plus vite dans le développement des ventes Internet. Ce qui est important pour nous à la FEVAD, et c'est un sujet sur lequel on va essayer de travailler encore davantage, c'est cette transition digitale du commerce. Et il faut absolument que ça profite aussi aux PME, TPE. Moi, j'ai beaucoup de témoignages du magasin du coin qui finalement n'avaient pas le temps parce qu'ils étaient pris par l'opérationnel. Et avec la crise, vraiment, le magasin étant fermé, ils se sont mis à Internet. Et ça, c'est formidable parce que du coup, on a cette multicanalité au service de la proximité qu'il faut encourager. Il faut vraiment encourager tous ces petits commerces. Et pour faire le lien avec la question de Frédéric, là aussi, dans la question du sens. Aujourd'hui, pouvoir acheter chez son petit commerçant, même quand il est fermé, c'est un acte citoyen. Et c'est important. Et on a de plus en plus aujourd'hui d'artisans, de petits commerçants, et ça crée aussi du circuit court. Et donc là, on en revient un petit peu à la RSE. Donc oui, Internet a un rôle important à jouer dans cette période de crise, et sans doute encore plus dans cette renaissance ou cette reprise qui va suivre la crise. Alors, en ce qui concerne la grande distribution, les consommateurs ont un peu adapté leur façon d'acheter. Une étude du cabinet PwC, justement, fin juillet, nous montre que plus d'un tiers d'entre eux achètent désormais des aliments en ligne. Comment les commerces en ligne, justement, peuvent-ils garantir la sécurité sanitaire de leurs produits, et puis comment ils le communiquent à leurs clients, comment ils peuvent assurer qu'il n'y a pas de souci et que c'est pas risqué, je veux dire. Alors, l'alimentaire est un secteur un peu particulier, un secteur avec plein de particularités, mais l'alimentaire est un secteur un petit peu particulier. En France, ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Par rapport à d'autres pays, parce que la livraison est très compliquée, notamment parce qu'il y a des exigences sanitaires, le respect de la chaîne du froid, etc. Aujourd'hui, la France est le premier pays en e-commerce en matière d'alimentaire au monde.
et notamment grâce à une formule qu'a inventée la grande distribution française. C'est une invention française qui est aujourd'hui maintenant copiée. Elle est un petit peu moquée au départ, aujourd'hui elle est reprise, c'est le drive. Ouais. Voilà. Et le drive, notamment pour la crise, a connu un très grand succès. On a 80% de la vente e-commerce alimentaire se fait via le drive. C'est le contraire des autres pays. Alors, dans le drive, c'est le particulier qui vient chercher le produit et c'est lui qui fait le transport. Aujourd'hui, on voit se développer quand même la livraison à domicile de produits alimentaires, notamment, et avec la crise, on a vu les ventes exploser du côté du bio. Voilà. Il y a un gros travail qui est fait avec les transporteurs, les logisticiens, pour assurer justement le respect de la chaîne du froid. Et là, pour le coup, il y a un enjeu de communication qui est fondamental, parce qu'en effet, pendant longtemps, un des freins au développement du e-commerce, c'était la crainte qu'avaient les gens que les produits ne soient pas frais ou qu'ils arrivent endommagés. Donc il y a beaucoup de travaux qui ont été faits avec les logisticiens, les professionnels du transport, et évidemment la communication joue un jeu clé pour rassurer le client avant la commande. Merci Marc Lolivier d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le délégué général de la FEVAD. Merci également à Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, d'avoir été avec nous. Une émission donc particulière depuis l'hippodrome de Longchamp. À très vite sur BFM Business pour Hebdocom. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.